Jean Corcos pour Voix Plurielle. Bonjour chers auditeurs. J'ai le grand plaisir d'avoir comme invitée une jeune journaliste marocaine remplie de talent. Bonjour Houda Belabd. Bonjour. Alors, nous allons faire cette interview à distance, puisque vous vivez à Rabat. Mais la magie d'Internet a fait que nous nous étions croisés et connus, grâce au blog de l'édition francophone du Times of Israel, où nous publions tous les deux. Et je lis donc dans ce média les premières lignes de votre présentation. Journaliste avec préméditation, auteur en devenir et poétesse du dimanche, Houda voue un amour sans pareil au patrimoine judéo-andalou, un de ses sujets de prédilection. Mais en faisant d'autres recherches, on est frappé par la diversité de vos domaines d'intérêt, par votre curiosité. Vous écrivez aussi dans la plateforme d'écriture collaborative Medium et dans le Petit Journal de New York. Vous êtes allé un moment en Égypte, vous avez enquêté sur la condition des femmes et des minorités, mais surtout, et cela intéressera beaucoup de nos auditeurs, vous vous êtes engagé à fond en soutien de la reprise officielle des relations entre Israël et le Maroc, et bien sûr, nous en parlerons. Alors, après cette longue présentation, une question simple. Qu'est-ce qui fait courir Houda Belabd ? Oui, merci. Donc, tout peut me faire courir. Tout ce qui m'intéresse dans la vie, professionnellement, me fait courir, mais je dirais tout simplement que je suis une Marocaine attachée à la pluralité identitaire et culturelle de son pays. J'ai grandi dans l'ouverture et l'acceptation de l'autre et je me suis je me suis toujours posé une question, c'est pourquoi mes anciens professeurs d'histoire ne parlaient des valeurs et de l'identité judéo-marocaine que furtivement. Donc, ça m'a toujours interpellée. Et donc, heureusement, en 2004, j'ai eu la chance d'avoir un professeur universitaire spécialisé en histoire des médias et de la pluralité identitaire du Maroc. Il a beaucoup écrit sur les Juifs du Maroc, les Amazirs, etc. Donc, c'est le grand historien Jama Baïda. Il est surtout un écrivain spécialisé en histoire de la coexistence religieuse au Maroc. Donc, j'ai commencé ma recherche à la lumière de ses recommandations bibliographiques. J'ai pu découvrir les multiples facettes de la culture juive, enrichie par les exodes. Donc, c'était grâce au livre de Georges Bensussa sur les exodes des Arabes, dans les pays arabes, et du marocain, de l'historien marocain Haïm Zafrani sur l'histoire des Juifs Mékorachim, sur Ibérique, et Tovachim. Oui, et Tovachim aussi, oui. Alors, donc déjà, vous évoquez un peu cette passion pour les Juifs du Maroc. Alors, pour ceux qui écouteront l'émission et qui ne connaissent pas bien le sujet, rappelons que les Juifs représentaient une minorité qui était forte de centaines de milliers d'âmes, c'était il y a 70 ans. Il y a eu des vagues de départ en France, au Canada, aux USA, mais surtout en Israël, où on dit que les immigrants encore vivants et les générations suivantes seraient près d'1 million. Mais ce qui fait l'originalité de ces juifs-là, israéliens ou non, c'est qu'ils restent toujours marocains dans leur tradition religieuse, dans leur mémoire. Et c'est cela qui est unique, c'est que par ailleurs, ils restent marocains pour les autorités marocaines et pour une bonne partie aussi de la population. Comment expliquez-vous cela ? D'après mes reportages sur le terrain et mes rencontres avec des citoyens juifs marocains, surtout des juives marocaines de 7 à 77 ans, j'ai constaté cette richesse culturelle dont vous parliez et la pluralité identitaire de cette communauté. Donc j'ai remarqué que ces femmes parlent parfaitement le judéo-marocain. C'est un parler hébraïque qui comporte des mots en darija et d'autres mots en hébreu. Et je tiens à préciser que les Juifs marocains du Sud, et plus exactement ceux de la région
Drat Filalt parle, ou à la rigueur comprennent, l'amazigh, donc qui est identitaire du Maroc. Berbère. Et donc, oui, le berbère, pour parler vulgairement. Je préfère donc amazigh parce que c'est plus précis. Le parler, oui. Donc le parler local de cette grande région d'Erfoud et Rissani, pour citer les villes les plus connues de la région. Donc ceux qui sont partis en Israël, Canada et les États-Unis, je fais sciemment de citer les pays qui connaissent une forte présence de cette communauté, eh bien, ils ont gardé cette pluralité dans leur langue parlée à la maison, leur cuisine judéo-berbère, leurs chansons, comptines, proverbes. Je pense que ça fait partie de leur identité et c'est ça qui fait leur singularité, je pense. Très bien. Alors, comme je le disais en introduction, vous vous êtes intéressé à un aspect particulier du judaïsme, c'est la période dite andalouse. Alors, c'est une période où les musulmans ont régné dans le sud de l'Espagne. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Elle a parfois été très dure pour les minorités, juives comme chrétiennes. Je pense en particulier au règne de la dynastie almohade. C'était une période d'intolérance. Mais enfin, elle a été aussi extrêmement brillante, puisque sont restés dans le patrimoine religieux juif les écrits incontournables de Maïmonide, d'Ibn Gabirol, de Yehuda Halevi et de tant d'autres, et puis qui écrivaient pour la plupart en arabe. Vous avez vécu un moment en Espagne. Qu'est-ce qui reste de visible de ce glorieux passé juif? Et est-ce que vous avez l'impression que les Espagnols, qui ont chassé les Juifs en 1492, et comme ils ont chassé les musulmans, et ensuite ils ont refoulé tout ce passé, est-ce qu'aujourd'hui, les Espagnols sont plus ouverts aujourd'hui pour parler de ce patrimoine? Alors, en gros, que reste-t-il de ce passé? Il reste beaucoup. Je vous apprendrai rien en vous disant que séfarade en hébreu signifie juif de la péninsule ibérique. Il reste d'abord ce lien solide et ineffaçable. Il reste des synagogues rénovées par des âmes charitables juives et parfois, je dirais même rarement, par l'État espagnol. Il reste des mots espagnols d'origine hébraïque comme Eden, pour signifier l'Éden, ou Shabbado, qui vient du Shabbat, ou alors Megidda en espagnol comme en hébreu, ça signifie mesure en français. Donc lors de mes quelques longs séjours en Espagne, je dirais ils étaient assez longs, donc on peut dire que j'ai vécu en Espagne un certain temps. Donc j'ai pu visiter quelques juderías, donc le mot peut choquer parce que c'est juiverie, c'est une zone de résidence, c'est discriminatoire, mais j'ai vu que ça a perdu cette connotation péjorative dans les récits historiques actuels. Donc j'ai vu des juderías de la ville de Jaén, de Cordoue, donc en Andalousie, mais je suis aussi allée à Alicante en communauté valencienne dans le sud. J'ai aussi lu les écrits du grandiose de Maïmonide, où il zoomait sur la période des 8e et 9e siècles durant lesquels régnait un esprit de coexistence hors du commun en fait entre les juifs et les musulmans. Et donc voilà, nous avons tous constaté que les juifs et les musulmans avaient des intérêts communs, des traditions communes. Pour le cas, par exemple, de Cordoue, on remarque même que le quartier juif, il se trouve même à nos jours au cœur du grand quartier musulman de l'époque précédant la Reconquista. Ouda, merci pour toutes ces informations qui sont détaillées. Malheureusement, le temps file et il nous reste un peu plus de... Oui, Jean.
pour parler de la suite, qui est finalement la reprise officielle des relations entre Israël et le Maroc. Alors, pour parler très vite, le Maroc a toujours joué un grand rôle au moment des négociations de paix, tout à fait au début avec l'Égypte, et puis ensuite il y a eu les premières relations après les accords d'Oslo. On ne va pas revenir là-dessus. Mais au fond, ça a toujours été au niveau officiel. C'était au niveau du palais, de ce qu'on appelle le Marzen, qui a soutenu cela, de Hassan II à Mohamed VI. Comment réagit le peuple marocain? Comment est-ce qu'il a vécu ce rapprochement et comment le vit-il aujourd'hui que les relations officielles reprennent? Alors, puisque certains médias ont préféré braquer les lumières sur ce qui ne va pas, c'est-à-dire sur les quelques manifestants qui ont crié à la trahison du palais royal quant à la cause palestinienne, ce qui n'est même pas vrai. Donc, je préfère parler de ce qui va. Et ce depuis la nuit des temps, à savoir la coexistence de près de 3000, donc selon les récits des historiens judéo-marocains, donc 2500 années de coexistence. Donc, et sans vouloir vous contredire, bien sûr, je ne parlerai pas de rapprochement pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas rapprocher ce qui est déjà proche. Et je n'irai pas non plus jusqu'à parler de normalisation de ce qui est déjà normal. Il s'agit tout simplement d'une reprise du dialogue. Parce que vous savez très bien que les bureaux de liaison sont de retour. Le bureau de liaison Maroc-Israël, situé dans la rue Hayalkon à Tel Aviv, est en cours de rénovation. Celui de Rabat est en cours d'ouverture cette semaine même. Et puis pour les médias algériens qui sont hostiles à cette reprise, c'est normal parce que leur État a refusé de se joindre au périple serein de la paix et de la sécurité dans la région. Oui, depuis longtemps. Oui, depuis si longtemps. Oui. Et puis pour la Tunisie, qui compte une petite mais importante communauté juive, je pense qu'elle ne devrait pas emboîter le pas à son voisin de l'Ouest. Malheureusement. Alors, Houda Belab, à propos de votre propre engagement, pourquoi finalement votre enthousiasme? Est-ce que vous pensez dans le fond que au-delà des relations entre deux États, c'est un petit peu l'identité du Maroc qui est en jeu? Parce que si on refuse la normalisation, on enferme le Maroc dans un certain discours identitaire qui serait exclusivement arabe, dans le fond. Alors, franchement, qualifié d'enthousiasme, donc pour moi c'est naturel. Je suis marocaine, j'ai grandi dans cette pluralité, je la vis tous les jours. Ça fait partie de ma culture. Oui. Donc bien que née dans une culture musulmane, j'ai toujours, mon entourage a toujours été allergique au discours pan-arabe, pan-islamiste même, pour ne pas dire islamiste tout court, parce que oui, c'est un pan-islamisme. Donc, voilà, donc j'ai remarqué récemment que beaucoup de parties de la société civile marocaine, notamment quelques partis politiques, des médias ou des diplomates marocains, ont compris que le panarabisme n'est justement qu'un islamisme déguisé. Et ces courants représentent, je suis d'accord, une menace pour la sécurité, pour le progrès technologique et économique de mon pays. Donc ils sont à bannir. Et heureusement, le peuple marocain commence à revenir vers sa pluralité identitaire, vers un islam sain, vers l'amour de l'autre, la coexistence, etc. Eh bien, bravo. Alors, peut-être une dernière question. Là, il nous reste à peu près moins de 4 minutes. Parce que j'ai dit, vous vous êtes engagé très courageusement. Vous avez créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Taza Before Gaza. Alors, que signifie ce nom que vous avez choisi ? Alors, donc, Taza, ça peut prêter à confusion, ça peut faire allusion aux révolutions du Rif, etc., etc. Donc, le choix du nom Taza Before Gaza, Taza, c'est en référence à l'identité amazigh du Maroc. Et Before Gaza, c'est parce que c'est une manière de ne pas exclure la question palestinienne du dialogue israélo-marocain.
D'accord. Donc, je vous apprendrai rien en vous disant que Sa Majesté le roi Mohamed VI est le président du comité Al-Quds, Jérusalem. Tout à fait. Et et qu'il n'y a pas eu de conflit israélo-palestinien depuis si longtemps. Donc, dans ce groupe, justement, j'essaye de partager avec des universitaires, journalistes, artistes ou lambda juifs et musulmans, donc un peu des bouts d'actualité à la lumière des derniers événements de reprise du dialogue avec Israël, etc., etc. Le plus important, c'est que j'essaye de le faire sans fanatisme, sans violence, voilà, etc. Dans le respect, je dois dire que comme bien entendu, je m'y suis inscrit, j'ai demandé à des amis de venir, mais il y a à peu près un nombre équilibré de juifs et de musulmans qui sont venus, et pas seulement d'ailleurs des musulmans marocains, il y en a d'autres origines que je connais qui ont accepté de venir. Donc vraiment, vous avez fait un travail remarquable de pionnier. Houda, vous avez défriché quelque chose. Est-ce que vous avez eu des menaces ou des attaques? C'est ma toute dernière question à cause de ça. Des menaces, non, ou peut-être pas encore. Covid-19. J'espère que non. J'espère que non. Oui. Et puis, alors donc des attaques. Je pense que j'ai reçu quand même quelques messages qui n'étaient pas très bienveillants à l'égard de... Voilà, donc à l'encontre du Maroc ou à ma petite personne, mais surtout en fait c'était des fanatiques algériens, etc. qui m'ont dit si tu as un grain de dignité, supprime par exemple ce groupe, etc., etc. Mais je ne peux pas répondre à ces discours parce que voilà, comme je viens de le dire, on peut pas dialoguer avec des fanatiques. C'est mission impossible pour blanc c'est blanc, gris noir c'est noir, il n'y a pas de... Voilà. Tout à fait. Eh bien, Houda Belabt, un très très grand merci d'avoir accepté cette interview. Bien entendu, nos auditeurs l'entendront en différé. Et donc, merci beaucoup. Et vous pourrez l'entendre. Donc, normalement, ça doit être sur notre blog radiophonique. Donc, Voix Plurielle, et également sur ma chaîne YouTube. Merci, Houda. Merci beaucoup. Et amis auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Jean Corcos pour Voix Plurielle.